Bonjour, suite de notre campagne d'Adventures in Middle-earth, nous visons la Mirkwood Campaign et ça va pas trop tarder a priori, mais en guise de prologue, nous commençons par la mini-campagne de Wilderland Adventures. Si vous souhaitez remonter au début de la campagne, eh bien vous pouvez suivre le lien que je vais vous donner. Cette séance correspond à la troisième et dernière partie du deuxième scénario Of Lives and Stewed Hobbit, page 20 à 36, et vous en trouverez aussi bien sur le blog que sur la chaîne YouTube, la première et la deuxième séance bien entendu. À noter, je me suis référé pour la version française au supplément Contes et légendes des terres sauvages pour l'anneau unique, où le scénario original avait déjà été traduit sous le titre Une histoire d'herbe à pipe et de ragoût de hobbit. Il y avait 5 joueurs qui incarnaient Aeweniel, une haute elfe de Foncombe érudite niveau 2, Agariel, une Dunedain vagabonde niveau 2, Aldamar le laconique, un homme des bois protecteur niveau 2, Jorin, un bardide chasseur de trésors niveau 2, et enfin Narvi, un nain du mont solitaire, frère d'armes niveau 2. Pour la bande originale, je ne suis pas allé chercher bien loin, j'ai utilisé les compositions de Howard Shore pour la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. La plupart des illustrations sont empruntées aux gammes de l'anneau unique et d'Adventures in Middle-earth, mais j'en ai aussi shippé à l'excellent compte-rendu de campagne très détaillé pour l'anneau unique, signé Ego, que vous trouverez sur le forum Cassius No. Pour ceux que ça intéresserait, vous trouverez également sur la chaîne l'enregistrement brut ou actual play de la séance, mais en voici autrement le compte-rendu normal. Les héros ont retrouvé Dindy dans la vaste cuisine du repère des gobelins sous les monts brumeux. Les cruelles créatures qui connaissaient pour une raison ou une autre l'excellente réputation de la cuisine hobbit ont contraint le Brandebook à leur préparer un banquet de roi. Ils se baffrent en singeant ce qu'ils croient être les bonnes manières des hobbits, et il ne fait absolument aucun doute que Dindy lui-même sera présent au menu en tant que savoureux dessert. Les gobelins, et dans une moindre mesure les orques, sont nombreux dans le repère, au moins une cinquantaine, et à en croire le hobbit, et probablement davantage. Un assaut frontal ne serait probablement pas une bonne idée. Du fait de la mort du Burs, ils ont un nouveau chef, autoproclamé, et à la différence de son prédécesseur, c'est un gobelin, même si particulièrement massif, ce qui agace les soldats orques de la bande. Ce nouveau chef, trop heureux de fêter son accession au pouvoir par un tel banquet, garde la clé du cadenas de la chaîne de Dindy autour de son cou. Ni le hobbit ni les héros ne connaissent le nom du nouveau chef. Les compagnons vont devoir faire preuve de ruse pour accéder à la clé. En même temps, ils ne peuvent pas non plus s'attarder indéfiniment, il leur faut regagner le coffre circulaire vers midi au plus tard, dans l'idéal, pour y retrouver Bill Larcher et Tom Face de Grumeau, lesquels rassemblent pendant ce temps ce qui reste de la caravane de Dinodas Brandebook. C'est qu'ils devront alors descendre du haut col, car ils ne sont pas en mesure d'y rester une nuit de plus, et il leur faudra bien une demi-journée pour gagner la vallée de l'Anduin. Dindy court d'une marmite à l'autre, régulièrement, mais suffisamment bruyamment pour que les compagnons se dissimulent dans la cuisine et passent inaperçus. Un ou plusieurs gobelins viennent dans la cuisine pour réclamer à grands cris de nouveaux plats de la part de leur cuisinier hobbit. On les entend souvent brailler d'eux-mêmes pour de nouvelles bouteilles, mais la cave se trouve dans une autre partie du repère, vers l'est, pour autant que les héros puissent en juger, le banquet des gobelins se tenant plutôt vers le sud-est. Les héros souhaitent perturber le repas, pour s'infiltrer dans le repère ou du moins affaiblir les gobelins, si possible en attirant le chef dans la cuisine pour lui subtiliser la clé du cadenas de Dindy. Ils trafiquent donc les plats, en y mettant beaucoup de sel pour donner soif aux convives et qu'ils boivent d'autant plus. À vrai dire, Dindy a la main lourde si les gobelins ne semblent pas s'en rendre compte immédiatement. En enchaînant les plats lourds pour les ralentir et les rendre somnolents, en dernier ressort en jouant sur les épices, voire sur des toxiques divers, dont de l'herbe à pipe, pour rendre leur digestion plus douloureuse, ce genre de choses. Dindy, avec leur aide, trafique donc ces plats de la sorte, mais les effets risquent de se faire attendre. Si les gobelins sont de petites créatures, ce qu'elles sont en mesure de consommer en solide comme en liquide est proprement ahurissant, ce sont des puits sans fond. Et si les gobelins qui viennent réclamer des plats à un rythme soutenu sont visiblement ivres, ils ne le sont probablement pas autant que les compagnons le croyaient ou l'espéraient. À terme, ils en ressentiront forcément les effets, mais il faudra patienter un brin. Une autre piste serait de jouer sur la ruse, notamment au regard des contestations que l'accession au pouvoir du nouveau chef gobelin suscite dans les rangs des soldats orques. Jorin, en leurrant le poste de garde à l'entrée du repère, a témoigné de ce qu'il avait de la ressource en la matière, et notamment qu'il était capable d'imiter les voix des orques pour les manipuler. Pour cela, le bardide doit faire un peu de repérage. S'avançant discrètement dans le couloir au-delà de la cuisine, avec Agariel en soutien un peu en arrière, il découvre qu'un peu plus loin se trouve un nouveau poste de garde, là encore tenu par un ou deux soldats orques. Nettement moins ivres que les précédents, mais au moins aussi grognons, voire davantage.
Privés eux-mêmes du banquet, ils doivent supporter les moqueries des gobelins ivres et cruels qui ne cessent de passer par là, soit pour se rendre en cuisine, soit pour gagner la cave. Les héros se replient. Jorin pense que les gobelins qui viennent régulièrement en cuisine et qui sont tous sous seraient plus faciles à leurrer que les soldats orques, si l'idée demeure la même. Quand des gobelins viennent réclamer de nouveaux plats, la bardide contrefait une discussion entre deux orques, dans l'espoir que les gobelins dénonceront à leur chef les propos séditieux des orques de manière générale. Jorin se débrouille bien et les gobelins tombent dans le panneau, prenant ses propos au sérieux, mais les raillant. Seulement impossible de savoir s'ils vont faire leur rapport au nouveau chef gobelin. Jorin reproduit la même imposture avec d'autres gobelins par la suite, mais avec moins de succès. Cette fois, même ivres, les convives se montrent plus suspicieux et s'attardent dans la cuisine plutôt que de simplement repartir en se moquant des orques et de leurs ambitions. Par chance, ils ne repèrent ni le discret Jorin, ni les autres compagnons, qui avaient amplement eu le temps de choisir de bonnes cachettes. Il faut dire qu'Agariel fait en sorte de disposer des caisses, etc. dans la cuisine et établit un plan d'action de façon à la rendre plus défendable en cas d'assaut ou de faire tomber les gobelins dans un piège. Au cas où le nouveau chef viendrait avec sa clé, il devrait être aisément identifiable, à en croire les descriptions de Dindi. Pour la Dunedain, c'est en tout cas le moment d'empoisonner les plats maintenant que la suspicion a été implantée chez les gobelins. Il ne s'agit pas de tuer ces derniers, mais de leur coller un sacré mal au ventre, de sorte que le chef prenne les propos séditieux attribués aux orques au sérieux. Au bout d'une heure environ, les compagnons remarquent qu'il y a moins de chants en provenance du banquet, et parfois ils entendent même des gémissements de douleur dus à des ventres barbouillés. 3 gobelins à peu près à ce moment-là se rendent en cuisine pour se plaindre au chef Hobbit qui ces plats les rendent malades. Ils se montrent menaçants, même s'ils ne sont armés que de couteaux et de fourchettes. Craignant qu'ils ne s'en prennent à Dindi sur un geste impulsif, les compagnons considèrent qu'ils ne peuvent pas courir le risque et attaquent les gobelins par surprise. Au départ, les héros se montrent efficaces. Les gobelins interloqués et seulement armés de couverts ne représentent pas une grande menace et les compagnons s'en débarrassent sans grande difficulté, encore que quelques assauts cruciaux ratent leur cible. Le problème est que l'affrontement a été bruyant. Les compagnons entendent les cris et les mouvements des gobelins du banquet, mais aussi, plus immédiatement, les orques qui montaient la garde de part et d'autre de la cuisine, et ceux du poste à l'est n'étaient pas loin du monde ivre. Les orques sont des combattants plus solides, on ne s'en débarrassera pas aussi facilement, et le temps que les compagnons y parviennent, non sans blessures, sur Agariel notamment, une horde de gobelins arrive par le couloir à l'est. Narvi et Agariel s'étaient positionnés de sorte à leur bloquer le passage, mais les petites créatures s'en moquent, qui passent sur les murs, sautent sur les épaules de leurs prédécesseurs, etc. Leurs couverts ne font guère de dégâts, mais la furie gloutonne des gobelins ivres les amène à mordre leurs adversaires pour un effet bien plus douloureux. Bientôt les héros sont submergés tandis que les convives du sinistre banquet envahissent la cuisine, où le pauvre Dinodas terrifié ne prend pas part au combat, cherchant désespérément à s'en tenir à l'écart. Un unique coup suffit souvent à abattre un gobelin, mais ils n'en sont pas moins de plus en plus nombreux, et chaque gobelin qui esquive ou survit à ses blessures contribue à accroître la menace. Si Narvi est en mesure d'encaisser bien des coups avant de broncher, Agariel doit bientôt faire appel à sa détermination de Dunedain pour continuer le combat. Puis Aeweniel, victime de plusieurs morsures, s'effondre inconsciente, la guérisseuse du groupe. Et Jorin se retrouve bientôt dans la même situation, puis Agariel. Seuls Narvi et Aldamar sont encore en état de se battre, et Dindi, pressé de toutes parts, est contraint à donner quelques maladroits et désespérés coups de tag. Puis c'est au tour du nain du mont solitaire de tomber au combat, et tous les gobelins affamés de se jeter sur Aldamar. Le jeune homme des bois poursuit désespérément le combat, tandis que Dinodas en larmes supplie les gobelins de le laisser se rendre. Il leur fera le meilleur des repas. Aldamar ne tient pas bien longtemps, et sa vision s'obscurcit. Un temps indéterminé s'écoule, durant lequel Bill Larcher et Tom Face de Grubeau ont probablement descendu le haut col. Les héros reprennent leurs esprits, sauf Aeweniel. L'elfe a succombé à ses blessures. Son cadavre n'a pas été déplacé, mais une broche a été disposée juste à côté. Fest, le chien d'Aldamar, est mort également, le fidèle animal s'est battu jusqu'au bout. Les compagnons survivants découvrent qu'ils ont tous été enchaînés par les gobelins dans la cuisine aux côtés de Dindi. Ils ont pris la place des squelettes humanoïdes rongés jusqu'à l'os qu'il y avait çà et là dans la vaste pièce. Il n'y a pas un bruit dans les environs et la cuisine n'est plus éclairée que par une faible torche en fin de vie. Mais leurs geôliers, ivres et plus qu'un peu barbouillés, ne se sont pas montrés très précautionneux. Personne n'a été assigné à la garde des prisonniers, sans doute parce que les gobelins survivants à ce stade subissent de plein fouet les effets du banquet et ne peuvent guère faire autre chose que tenter de dormir malgré le mal au ventre. On peut donc supposer qu'il ne s'est pas non plus écoulé tant de temps que cela et qu'il fait probablement jour dehors.
Les gobelins ont subtilisé leurs armes et partie de leur équipement sans toutefois s'être montrés exhaustifs, et les compagnons ont toujours leurs armures, leurs ravisseurs n'ont pas cherché à les déshabiller. Enfin, les chaînes qui retiennent les héros au mur sont à peine un peu plus courtes que celles de Dindi, et sont aussi et surtout beaucoup moins solides et inviolables. Or, ils ne sont pas les victimes lambda des gobelins des monts brumeux, terrifiés et totalement désemparés. Jorin, tout spécialement, Narvi dans une moindre mesure, constate que leur chaîne présente un peu de jeu. Il n'est guère difficile, en faisant appel à chacun en fonction des endroits à fouiller, de dénicher dans la cuisine des ustensiles petits, pointus et solides, à même de permettre au bardide de crocheter son cadenas ainsi que ceux de ses compagnons. Mais pas celui de Dindi, bien sûr. Pour ce qui est du Hobbit, le problème demeure le même qu'avant le combat. Pas le choix le concernant, il faut trouver la clé. Probablement toujours autour du cou du chef gobelin. Les compagnons vont devoir errer dans le repère, aucune aide extérieure n'est envisageable. Ils n'ont pas d'armes, mais dans la cuisine, divers ustensiles tels que des tisonniers, etc. peuvent en faire vaguement office. Agariel est très sombre et ne compte pas perdre de temps en palabres. Jorin part en éclaireur. Discrètement, le bardide s'approche du poste de garde qu'il avait repéré précédemment, mais il ne s'y trouve pas le moindre soldat orc. Les compagnons progressent, pas un bruit, sinon de temps en temps un ronflement, voire le gémissement suscité par un ventre malade. Ils gagnent bientôt la grande salle où s'est tenu le banquet des gobelins, que les convives ont laissé tel quel. Partout des déchets, des bancs renversés, de la vaisselle et des couverts jetés çà et là, quelques gobelins aussi qui dorment sous les tables, trop profondément endormis cependant, pour constituer une menace. En avançant un peu plus, Jorin constate qu'un couloir au sud-est est cette fois bel et bien gardé par un soldat orc, mais il est très somnolent et s'écroule à moitié sur sa lance, la seule chose qui le retienne debout. Il se redresse parfois dans un sursaut, mais ne tarde guère ensuite à reproduire le même cirque. Passer discrètement est sans doute possible, mais les compagnons préfèrent chercher d'abord d'autres passages. Un tunnel au sud-ouest mène à un réseau de galeries où les ronflements se font plus sonores, ce sont les dortoirs des gobelins. Cependant, en progressant davantage vers le nord-ouest, Jorin découvre une nouvelle grande pièce qui est une forge, absolument déserte et dont le matériel est fait de briques de broc, volées au fil des années aux voyageurs empruntant le haut col. Narvi y trouverait sans peine de quoi attaquer la chaîne de Dindi, mais cela prendrait du temps et ferait du bruit, ce qui est exclu. Revenant en arrière, Jorin se rend à l'endroit où il supposait que se trouvait la cave, et c'est bien le cas, elle est dans un état qui vaut bien celui de la cuisine ou de la salle de banquet. Agariel est de toute façon convaincu que ce qu'il cherche se trouve au-delà du garde somnolent. Les héros prennent leurs précautions pour veiller à ce que personne ne vienne les menacer depuis les dortoirs, mais dans l'état où sont les héros, une nouvelle confrontation massive leur serait forcément fatale, ça n'est pas une option. Les compagnons s'avancent très discrètement dans la direction du soldat orc. Ils n'espèrent pas pouvoir franchir le couloir sans le réveiller, aussi lui tentent-ils une embuscade en espérant qu'ils pourront s'en débarrasser avant qu'il ne sonne l'alarme. Par chance, ils parviennent à le vaincre sans faire trop de bruit. Ils cachent le cadavre sous une table, avec une mise en scène laissant croire qu'il s'est endormi, emporté par l'ivresse. Narvi s'empare de la lance du garde et Agariel de son épée courbe. Des ronflements particulièrement sonores se font entendre au bout du couloir. Progressant précautionneusement, les compagnons arrivent dans une salle relativement grande, dans laquelle se trouve un lit proprement immense, clairement pas de facture gobeline et dont on se demande comment il est bien pu arriver là. Sur le lit est affalé un gobelin particulièrement massif qui ne peut être que le nouveau chef autoproclamé, et c'est lui qui émet ses ronflements à faire trembler les parois. Le gros gobelin est couché sur le dos, aussi Jorin distingue-t-il aussitôt la clé du cadenas de Dindi qu'il porte en pendentif autour du cou. La pièce dispose de son propre poste de garde avec un soldat orc assis sur un tabouret, mais il est plus qu'à moitié endormi. Au fond de la pièce, un escalier descend vers une autre pièce, mais les compagnons ne veulent pas courir le risque d'y touiner. Jorin s'approche discrètement du lit. Le soldat orc ne lui prête pas la moindre attention. Le bardide a un moment de frayeur quand le chef gobelin, comme en réaction à son approche, émet un ronflement plus sonore, mais il ne se réveille pourtant pas. Jorin arrive à son niveau, se penche sur lui, son haleine est atroce, et très doucement il parvient à s'emparer de la clé. Le chef gobelin lui facilite en fait la tâche en se retournant au bon moment. Le chasseur de trésors retrouve ses camarades et il ne s'attarde pas, il quitte la pièce et regagne la cuisine. La clé est bien celle de la chaîne de Dindi, le hobbit est enfin libéré. C'est un soulagement même s'il est encore très effrayé. Il est hors de question d'abandonner le cadavre d'Aeweniel aux gobelins des monts brumeux. Agariel tout spécialement n'imaginerait pas commettre pareil méfait. Avec l'aide de Narvi, elle confectionne un brancard qui leur permettra de transporter la dépouille de leur ami à travers les tunnels des gobelins et au-delà. Les compagnons parviennent à bien s'orienter dans leurs tunnels. Emporter le corps d'Aeweniel les ralentit, cependant. Aussi, regagner le fort circulaire leur demande bien 2 à 3 heures. Si la brume est comme de juste omniprésente, il fait jour quand les héros retrouvent la surface.
Hélas, comme il pouvait s'y attendre, Bill Larcher et Tom Face de Grumeau sont déjà partis. Les deux gardes de la caravane, au cas où, avaient cependant fait en sorte que les compagnons retrouvent facilement leurs affaires et ont même laissé quelques vivres et un peu de matériel supplémentaire. Pour Agariel, retourner à l'auberge orientale n'est pas une priorité, malgré Dinodas et la mission que leur avait confiée Dodinas. S'il faut descendre du Haut-Col, ce sera vers l'ouest, dans la direction de Foncombe. La demeure d'Elrond est bien plus proche, à 2 jours de marche environ, dans des terres libres qui ne suscitent pas les mêmes périls que le versant oriental. Et la Dunden compte bien y ramener la dépouille d'Aeweniel. Elle n'est à vrai dire pas très ouverte au dialogue. Jorin adhère sans réserve à cette injonction. Dindy commence par protester, mais n'insiste pas outre mesure. Les autres se taisent. La compagnie descend donc le Haut-Col vers l'ouest. Agariel fait de son mieux pour dissimuler leurs traces, mais en repère d'autres, nombreuses, de gobelins. Ils n'ont certes pas affronté la seule bande menaçant le Haut-Col. Tout le monde ne peut pas se rendre à Foncombe. La demeure d'Elrond n'est accessible qu'à ceux auxquels il accorde son invitation. Bien sûr, cela n'est pas un problème pour Agariel, et ça n'en était pas un pour Aeweniel. En outre, Dinodas s'y était déjà rendu en 2 occasions. Agariel suppose donc que les gardiens de Foncombe ne feront pas de difficulté pour Eldamar, Jorin et Narvi. De toute façon, des guetteurs surveillent le Haut-Col, comme Agariel le sait très bien, qui leur envoie un message expliquant la situation, et tout spécialement que la compagnie rapporte la dépouille d'Aeweniel. À peine pose-t-il le pied dans la vallée d'Imladris qu'une petite bande de hauts elfes et de Dunedins se révèle, qui prennent en charge le cadavre de l'érudite et escortent les compagnons jusqu'à la dernière maison libre où leur geste est apprécié, surtout dans ces circonstances, et leurs informations quant aux gobelins sont jugées précieuses. Agariel est d'un tempérament plus morbide que jamais, partagée entre la tristesse et la colère, car elle désire plus que tout se venger. Elle consacre du temps à Foncombe aux souvenirs des défunts, ceux de son peuple comme les hauts elfes, en accordant une place particulière à son ami Aeweniel. Se rendant avec son fils âgé de 7 ans sur le site de la mort d'Arador, la Dunedin médite sur le souvenir de ceux qui ont péri de la main de l'ombre et est plus déterminée que jamais à tout faire pour y mettre un terme. Eldamar choisit de retourner auprès de son peuple, mais à Bourg-les-Bois car il demeure méfiant en ce qui concerne son pays natal, Rosgobel. Là, il chasse régulièrement dans la lisière ouest de la forêt noire. En une occasion, il abat un sanglier de bonne taille, ce qui entraîne un festin dont il se souviendra longtemps. Jorin, quant à lui, est très affecté par ce qui s'est produit. Aeweniel lui avait sauvé la vie. Le Bardite s'était lancé un peu nonchalamment dans cette aventure. Il ne passe véritablement que maintenant combien l'issue peut être fatale à la moindre erreur dans ces terres dangereuses. Il a besoin de se ressourcer un peu et regagne donc Dal, en faisant la route avec Narvi et avec un crochet par l'auberge orientale pour ramener Dindy à son frère Dodi, qui, après tout ce temps, n'espérait plus rien de la sorte. Jorin veut se souvenir de ce qui s'est produit, mais il veut en même temps que ce souvenir tragique en temps de crise vienne lui donner du baume au cœur ainsi qu'à ses compagnons. Il entreprend donc d'écrire une chanson narrant ces événements et rendant hommage à son ami défunte, une chanson thématique qu'il sera bienvenu d'entonner en chœur le soir au coin du feu avant d'aller se coucher. Narvi, enfin, passerait bien un peu plus de temps à Foncombe. Le nain du Mont Solitaire a toujours été fasciné par les elfes et leur culture. Mais il lui faut retourner chez lui. Là, dans la chambre de Mazarboul, sous Erebor, il fait des recherches sur la vieille route de la forêt. Et c'est tout pour un ragoût de hobbit aux fines herbes, à ceci près que vous pouvez également vous reporter au journal tenu par Narvi pour avoir son point de vue sur cette aventure. Cela apparaîtra dans une autre vidéo. Et il me faut ici faire un petit mea culpa. Je ne m'étais pas rendu compte sur le moment combien mes propos, quand les gobelins sont venus se plaindre à Dindy, pouvaient inciter les compagnons à croire qu'ils n'avaient plus d'autre option que le combat, ce qui a débouché sur la mort d'Aeweniel et un artifice marqué et désolant pour éviter le total party kill, comme on dit. C'est d'autant plus regrettable que le plan mis en place par les joueurs était le bon et avait toutes les chances de réussir, comme c'est apparu une fois que les héros se sont réveillés prisonniers dans un repère où les gobelins dormaient tous et très affaiblis. Mea culpa donc pour ce malentendu et je vais tâcher d'éviter ce genre de choses à l'avenir. Quoi qu'il en soit, l'histoire se poursuivra avec un nouveau scénario, alors à suivre.